Entre 1837 et 1842, 6 planteurs prospères de la région de Colton County, en Caroline du Sud, furent retrouvés marqués au fer rouge dans leur propre demeure, portant sur la peau le même symbole énigmatique qui avait autrefois servi à identifier le bétail humain dans leurs champs de coton. Aucun d'entre eux ne survécut pour raconter qui avait tenu le fer. Les autorités locales enterrèrent l'affaire sous des montagnes de silence. Mais dans les cahiers personnels d'un médecin de campagne retrouvé 150 ans plus tard, un nom revenait sans cesse, murmuré avec une terreur respectueuse, Betsy. Si cette histoire vous glace déjà le sang, abonnez-vous maintenant et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Parce que ce qui suit va bien au-delà de ce que vous imaginez. La Caroline du Sud des années 1830 était le cœur battant de l'empire cotonnier américain. Dans le Low Country, cette région côtière où les rivières serpentaient entre les cyprès et les chênes drapés de mousse espagnole, s'étendaient les plantations les plus riches et les plus cruelles du Sud. Colton County en particulier abritait des domaines immenses où des centaines d'âmes asservies trimaient du lever au coucher du soleil, cultivant le coton blanc qui enrichissait une poignée de familles blanches au-delà de toute mesure. Les grandes maisons de maîtres, avec leurs colonnes blanches et leurs vérandas ombragées, se dressaient comme des monuments à la prospérité bâtie sur la chair humaine. Derrière ces façades élégantes se cachait un système d'une brutalité méthodique. Le fouet, le fer à marquer, les chaînes, la séparation des familles, l'humiliation constante. Tous ces instruments servaient à maintenir l'ordre et à briser toute velléité de résistance. Dans ce paysage de violence institutionnalisée, certains noms de planteurs résonnaient avec une réputation particulière. Josiah Caldwell, dont le domaine de Riverside comptait plus de 200 esclaves. Edmund Pritchard, connu pour ses méthodes disciplinaires impitoyables à la plantation de Oakwood. Le colonel Nathaniel Drayton, vétéran des guerres séminoles qui dirigeait Magnolia Grove avec une rigueur militaire. Samuel Pemberton, propriétaire de Cypress Hill, un homme au visage perpétuellement rougi par l'alcool et la colère. Le révérend Thomas Sutton, qui prêchait la soumission chrétienne le dimanche dans sa petite église avant de rentrer à Willow Creek pour administrer lui-même les châtiments corporels. Et enfin le docteur Marcus Fairchild, médecin respecté qui possédait quelques esclaves domestiques dans sa propriété de ville et servait régulièrement les grandes plantations du comté. Ces 6 hommes formaient l'élite locale. Ils se connaissaient bien, dînaient ensemble, négociaient des transactions commerciales, participaient aux mêmes assemblées. Leurs épouses organisaient des réceptions élégantes où l'on discutait politique et mode. Leurs enfants jouaient ensemble sous la surveillance de nurses noires qui cachaient leur épuisement derrière des sourires forcés. Et puis il y avait les autres, les invisibles, ceux dont les noms n'apparaissaient que dans les registres de propriété listés entre les mules et les charrues. Parmi eux, dans les livres de comptes de Riverside, figurait une entrée laconique datée de 1822. Betsy, femelle, environ 8 ans, achetée de la succession Grimke, $120. Betsy avait grandi à Riverside. Elle avait appris à cueillir le coton dès que ses petites mains purent saisir les capsules blanches sans se déchirer sur les tiges sèches. Elle avait appris à baisser les yeux quand un blanc passait. Elle avait appris à endurer la douleur sans crier. Elle avait appris le silence. Les années passèrent et Betsy devint une jeune femme. Contrairement à beaucoup d'autres esclaves, elle avait eu la chance relative d'apprendre à lire, enseignée en secret par une vieille esclave domestique qui avait elle-même été éduquée dans des circonstances inhabituelles des décennies plus tôt. Cette capacité, Betsy la cachait soigneusement, sachant qu'elle pourrait être sévèrement punie si elle était découverte. Mais cette compétence lui ouvrait un monde que la plupart de ses compagnons d'infortune ne pouvaient pas atteindre. Le monde des documents, des registres, des lettres, des journaux. Elle travaillait principalement dans les champs, mais sa relative compétence lui valut occasionnellement d'être prêtée à d'autres plantations pour des travaux de couture ou d'entretien domestique temporaire.
C'est ainsi qu'elle passa du temps à Oakwood, à Magnolia Grove, à Cypress Hill, à Willow Creek. Elle circulait entre les domaines des 6 hommes qui formaient le cercle restreint de pouvoir dans cette partie de Colton County. Ce que personne ne savait, c'est que Betsy observait. Elle écoutait. Elle mémorisait. Le 23 septembre 1837, Josiah Caldwell ne se présenta pas au petit déjeuner à l'heure habituelle. Sa femme, Martha, d'abord irritée par ce qu'elle pensait être une simple négligence, envoya une domestique le chercher dans son bureau où il avait coutume de travailler tard le soir sur ses comptes. La jeune esclave qui poussa la porte poussa un cri qui réveilla toute la maisonnée. Josiah Caldwell était assis dans son fauteuil de cuir, la tête renversée en arrière, les yeux ouverts, fixant le plafond sans le voir. Sa chemise de nuit était déchirée au niveau de la poitrine, révélant une peau marquée au fer rouge. Le symbole était simple mais horrible. Un cercle incomplet avec 3 lignes verticales à l'intérieur, le même motif que Caldwell lui-même utilisait pour marquer ses esclaves afin de les identifier en cas de fuite. Mais ce n'était pas le seul détail troublant. Les lèvres de Caldwell étaient bleues. Un médecin appelé en urgence, le docteur Marcus Fairchild lui-même, conclut à un empoisonnement rapide, probablement par une substance végétale locale. Le fer avait été appliqué post-mortem, jugea-t-il, car la brûlure ne présentait pas les signes d'inflammation que la peau vivante aurait manifestés. La scène était dérangeante par sa mise en scène calculée. Rien n'avait été volé. Aucune trace de lutte. Caldwell semblait avoir été assis tranquillement à son bureau quand la mort l'avait frappé. Puis quelqu'un était entré, avait arraché sa chemise et avait méthodiquement chauffé un fer à marquer avant de l'appliquer sur sa chair morte, créant ce symbole accusateur. Le shérif local, un homme nommé William Hutchins, ouvrit une enquête discrète, très discrète. Trop discrète, murmurèrent certains. Les esclaves de la plantation furent tous interrogés, mais avec une certaine réticence, comme si personne ne voulait vraiment creuser trop profondément. Après tout, accuser un esclave d'avoir assassiné son maître conduisait généralement à des exécutions publiques spectaculaires qui, si elles servaient d'avertissement, créaient aussi une atmosphère de terreur qui pouvait perturber la productivité des plantations. On conclut officiellement à une mort naturelle. Le marquage fut attribué à un acte de profanation, commis par un esclave probablement fugitif, peut-être venu d'une autre plantation. Des patrouilles nocturnes furent renforcées. La vie reprit son cours. Mais dans les quartiers des esclaves de Riverside, un nom circulait en chuchotement. Betsy avait disparu le matin de la découverte du corps. Personne ne l'avait vue depuis la veille au soir. Lorsque les contremaîtres vérifièrent sa cabane, ils la trouvèrent vide, ses rares possessions toujours en place, comme si elle avait simplement cessé d'exister. Les registres furent consultés. Betsy, notait-on avec confusion, avait été prêtée 3 jours plus tôt à Oakwood pour aider à la préparation d'une réception. Mais le contremaître de Oakwood jurait qu'elle était revenue à Riverside 2 jours avant. Les délais ne correspondaient pas. Où était-elle exactement le soir de la mort de Caldwell? Personne ne pouvait le dire avec certitude. Les planteurs décidèrent de considérer Betsy comme fugitive. Des avis de recherche furent placardés, promettant une récompense pour sa capture. Mais les semaines passèrent sans aucune trace d'elle. Les mois qui suivirent la mort de Caldwell furent marqués par une tension sourde. Les planteurs du comté renforcèrent leur surveillance, augmentèrent les patrouilles, durcirent les châtiments pour décourager toute idée de révolte. Martha Caldwell vendit Riverside et partit vivre chez sa sœur en Géorgie, incapable de supporter plus longtemps la grande maison qui lui rappelait son mari. La plantation fut rachetée par un consortium d'investisseurs qui la gérait désormais à distance. L'hiver passa. Le printemps de 1838 arriva avec ses champs de coton qui verdissaient. La routine reprit ses droits. Puis, le 6 juin 1838, Edmund Pritchard manqua sa réunion hebdomadaire avec ses contremaîtres. Cela ne lui ressemblait pas. Pritchard était un homme obsédé par l'ordre et la ponctualité qui punissait sévèrement tout retard. Son épouse se rendit à son bureau privé dans les dépendances de la plantation. Elle le trouva effondré sur son bureau, le visage dans ses papiers, mort.
Et sur son dos, visible à travers sa chemise déchirée, le même symbole. Un cercle incomplet avec 3 lignes verticales, brûlées profondément dans la chair. Cette fois, l'autopsie menée par le docteur Fairchild révéla une mort par suffocation. Les poumons de Pritchard étaient enflammés, comme s'il avait inhalé quelque chose de toxique. Fairchild mentionna dans son rapport privé que seul le shérif Hutchins lut, que cela ressemblait aux effets d'une fumée de certaines plantes marécageuses brûlées dans un espace confiné. Pritchard aurait pu être exposé à cette fumée alors qu'il travaillait, perdant progressivement conscience avant de mourir asphyxié. Le marquage, encore une fois, avait été fait après la mort. Cette fois, la panique s'installa vraiment parmi l'élite du comté. 2 morts en moins d'1 an, toutes 2 avec le même symbole. Ce n'était plus une coïncidence. C'était un message. Le shérif Hutchins intensifia son enquête, mais se heurta à un mur de silence et de terreur. Les esclaves interrogés ne savaient rien, ou prétendaient ne rien savoir. Les Blancs eux-mêmes semblaient réticents à parler, comme si admettre qu'un esclave pouvait méthodiquement assassiner des maîtres blancs ébranlait trop les fondements de leur monde. Et Betsy? Toujours aucune trace. Certains la croyaient morte, noyée dans un marais ou dévorée par les alligators. D'autres murmuraient qu'elle s'était enfuie vers le nord par l'Underground Railroad. Mais quelques-uns, très peu, se demandaient si elle n'était pas plus proche qu'ils ne le pensaient. Le colonel Nathaniel Drayton prit les choses en main. Ancien militaire, il n'était pas homme à se laisser intimider. Il organisa des réunions secrètes avec les autres grands planteurs encore vivants, Pemberton, Sutton et Fairchild. Ils discutèrent de mesures de sécurité, de l'embauche de gardes supplémentaires, de l'installation de verrous renforcés. Mais comment se protéger d'un ennemi qu'on ne voyait pas, d'un ennemi qui semblait connaître intimement leurs habitudes, leurs demeures, leur vulnérabilité? L'été 1838 fut étouffant, pas seulement à cause de la chaleur humide du Low Country, mais aussi à cause de l'atmosphère de suspicion qui pesait sur tout le comté. Les planteurs dormaient mal. Leurs épouses sursautaient au moindre bruit. Les esclaves se tenaient encore plus silencieux que d'habitude, conscients que la moindre erreur pouvait être interprétée comme de la complicité. Le docteur Marcus Fairchild était un homme méticuleux. En tant que médecin, il tenait des journaux détaillés de ses observations médicales et de ses réflexions personnelles. Ces cahiers, découverts bien plus tard dans le grenier poussiéreux de ses descendants, révèlent un esprit de plus en plus tourmenté à mesure que les mois avançaient. Dans une entrée datée du 15 août 1838, Fairchild écrivait « J'ai examiné aujourd'hui les registres de la plantation Riverside pour l'année 1836. Une notation curieuse attire mon attention. Betsy, l'esclave disparue, fut transférée temporairement à plusieurs reprises cette année-là. Janvier à Oakwood, mars à Magnolia Grove, mai à Cypress Hill, juillet à Willow Creek, septembre chez moi pour aider ma propre domestique pendant que celle-ci était malade. Novembre de nouveau à Oakwood. Est-ce une coïncidence qu'elle ait travaillé dans chacune des demeures des hommes maintenant décédés, ou encore parmi nous qui étions proches de Caldwell? Dois-je en parler au shérif? Mais que prouverait cela? Que pourrait faire une seule femme esclave contre des hommes comme nous? Cette entrée est révélatrice. Fairchild avait identifié le lien, mais hésitait à l'explorer pleinement. Peut-être par incrédulité, peut-être par peur de ce qu'il pourrait découvrir sur lui-même et ses pairs. Le 22 octobre 1838, le colonel Drayton fut trouvé mort dans son lit à Magnolia Grove. Cette fois, la cause de la mort était moins évidente. Aucune marque externe, aucun signe de violence, si ce n'est le symbole désormais familier brûlé sur son torse. Fairchild, appelé pour l'autopsie, nota dans son journal que Drayton semblait avoir succombé à un arrêt cardiaque brutal. Mais en examinant plus attentivement, il découvrit de minuscules piqûres sur le cou du colonel, presque invisibles. « Quelque chose l'a piqué », écrivit Fairchild. Une injection, un insecte venimeux. J'ai entendu parler de certaines pratiques des esclaves venus d'Afrique, de connaissances sur des venins, des plantes, des méthodes qui échappent à notre science médicale européenne.
Est-ce possible qu'une telle connaissance soit utilisée ici? Mais qui et comment? Les 3 planteurs restants, Pemberton, Sutton et Fairchild lui-même, étaient maintenant dans un état de panique à peine contenu. Ils engagèrent des gardes armés pour patrouiller leurs propriétés jour et nuit. Ils firent installer des serrures multiples sur toutes les portes. Certains envisagèrent même de quitter temporairement le comté. Le révérend Thomas Sutton, dans un sermon désespéré devant sa petite congrégation le dimanche suivant la mort de Drayton, parla de la colère divine, de péchés non avoués qui revenaient hanter les pécheurs. Son sermon fut interrompu par ses propres sanglots. Les fidèles, mal à l'aise, quittèrent l'église plus rapidement que d'habitude. Samuel Pemberton se mit à boire encore plus qu'à son habitude, passant ses soirées enfermé dans son bureau à Cypress Hill, avec une bouteille de whisky et un pistolet chargé posé sur le bureau. Et pendant ce temps, la vie continuait dans les quartiers des esclaves. Les gens travaillaient, mangeaient, dormaient, priaient dans leurs assemblées secrètes. Mais parfois, la nuit, certains entendaient un chant lointain, porté par le vent depuis les marécages. Une voix de femme, basse et mélodieuse, chantant un air qu'ils ne reconnaissaient pas tout à fait, quelque chose entre un spiritual et une berceuse africaine. Quand ils tendaient l'oreille pour mieux écouter, le chant s'arrêtait. Était-ce réel? Était-ce leur imagination? Personne n'osait en parler aux Blancs. Dans son journal, Fairchild nota le 25 novembre 1838 « J'ai fait une découverte troublante. En réexaminant mes propres registres domestiques, j'ai retrouvé une note datant de septembre 1836. Betsy avait en effet travaillé dans ma maison pendant 2 semaines. Ma femme l'avait employée pour aider à la préparation de notre réception d'automne. Je me souviens maintenant qu'elle était discrète, efficace, presque invisible. Trop invisible. Un jour, je l'avais trouvée dans mon cabinet, prétendument en train de nettoyer. Mes papiers médicaux étaient sur le bureau. Lui ai-je laissé le temps de les lire? Sait-elle lire? Je ne lui ai jamais posé la question. Pourquoi l'aurais-je fait? Ce n'était qu'une esclave. Mais maintenant, je me demande, qu'a-t-elle vu? Qu'a-t-elle appris? Le début de l'année 1839 apporta un froid inhabituel pour la Caroline du Sud. Les champs de coton dormaient sous un ciel gris. Dans cette atmosphère lugubre, le révérend Thomas Sutton tenta de maintenir une façade de normalité. Il continuait à prêcher, à visiter ses paroissiens, à superviser Willow Creek. Mais ses nuits étaient hantées. Dans son journal personnel, découvert après sa mort, il écrivait « Je ne dors plus sans chandelle allumée. Chaque ombre semble porter un visage. Chaque craquement de la maison ressemble à des pas. Je prie Dieu de me pardonner mes fautes. Quelles fautes? Je ne sais plus. Nous avons tous des péchés, mais lesquels méritent une telle punition? J'ai essayé d'être un maître juste mais ferme. N'est-ce pas mon droit, mon devoir? » Le mot « juste » était souligné plusieurs fois, presque déchiré par la pression de la plume. Le 12 février 1839, la femme de chambre du révérend Sutton le trouva mort dans son lit. Contrairement aux autres, il semblait paisible, comme endormi. Mais sur sa poitrine, révélée quand on souleva sa chemise de nuit, se trouvait le symbole brûlé dans sa chair froide. L'autopsie de Fairchild révéla que Sutton avait ingéré une dose mortelle d'une substance que le médecin ne put identifier avec certitude, mais qu'il supposa être un extrait de plante. Il l'a probablement prise dans son thé du soir, nota Fairchild. Sa tasse était encore sur la table de chevet, vide, avec un léger résidu au fond. Comment cette substance est-elle arrivée là? Qui l'a mise? Les domestiques jurent que personne n'est entré dans sa chambre après qu'il se soit retiré pour la nuit. Les portes étaient verrouillées de l'intérieur. Les gardes n'ont rien vu d'inhabituel. Pemberton et Fairchild se rencontrèrent en secret après les funérailles de Sutton. La réunion eut lieu non pas dans l'une de leurs propriétés, mais dans un petit hôtel de Charleston, loin de leurs domaines habituels. Ils discutèrent pendant des heures, essayant de comprendre le schéma, de trouver une protection. « Nous sommes les 2 derniers,
dit Pemberton selon les notes que Fairchild gribouilla cette nuit-là. Les 6 qui étaient présents ce jour-là. Il ne reste que nous 2. Elle nous tue dans l'ordre. D'abord Caldwell, puis Pritchard, Drayton, Sutton. Nous sommes les suivants. Ce jour-là, écrivit Fairchild dans la marge, suivi d'un point d'interrogation. Quel jour? À quel événement Pemberton faisait-il référence? Plus loin dans ses notes, Fairchild ajoutait « Pemberton a trop bu ce soir. Il a parlé de choses que je préférerais ne pas avoir entendues. Il a mentionné une nuit de l'automne 1836, un incident à Riverside. Caldwell avait organisé ce qu'il appelait une démonstration éducative pour plusieurs d'entre nous. Il voulait nous montrer sa méthode pour briser les esclaves rebelles. Betsy avait été surprise en train de voler de la nourriture. C'était un mensonge, je le sais maintenant. Elle n'avait rien volé. Mais Caldwell voulait un exemple. Nous étions 6 à observer. Lui, Pritchard, Drayton, Sutton, Pemberton et moi. Caldwell l'a fait attacher. Il a personnellement appliqué le fouet. 20 coups. Puis il a sorti le fer à marquer, le même symbole qu'il utilisait pour son bétail. Il l'a chauffé jusqu'à ce qu'il brille rouge dans la nuit. Et il l'a appliqué sur son épaule gauche pendant qu'elle était encore attachée, consciente. Elle n'a pas crié, pas un son. Elle nous a regardés, un par un, nous fixant droit dans les yeux pendant que sa chair brûlait. Je me souviens de ses yeux. Je ne les ai jamais oubliés. Et maintenant je comprends. Elle se souvient aussi. Elle se souvient de chacun de nous. Cette entrée, écrite d'une main tremblante, révèle enfin le lien qui unissait les 6 victimes. Ils n'étaient pas simplement des planteurs du même comté. Ils avaient été les témoins et les complices d'une cruauté particulière infligée à Betsy. Ils l'avaient marquée. Et maintenant, elle les marquait en retour. Samuel Pemberton ne rentra jamais à Cypress Hill après cette réunion à Charleston. Il resta à l'hôtel, buvant jour et nuit, refusant de sortir. Le 15 mars 1839, la femme de chambre de l'hôtel le trouva mort dans sa baignoire. Noyé, sembla-t-il d'abord. Mais quand on sortit son corps de l'eau, on découvrit sur sa poitrine nue le symbole familier, brûlé dans sa chair. Comment était-ce possible? L'hôtel était gardé. Pemberton avait pris toutes les précautions. Et pourtant, quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, était entré dans sa chambre, l'avait tué, l'avait marqué et était reparti sans laisser de traces. Le docteur Marcus Fairchild était maintenant le seul survivant des 6. Fairchild ne pouvait plus nier la vérité. Il écrivit dans son journal le 20 mars 1839. « Je suis le dernier. Elle viendra pour moi. Je le sais. Je mérite peut-être ce sort. Nous le méritions tous. Nous nous sommes comportés comme des dieux, décidant qui vivrait dans la douleur et qui mourrait dans l'oubli. Nous avons marqué leur chair comme on marque les animaux. Et maintenant, un de ces animaux s'est souvenu qu'elle était humaine, qu'elle avait une mémoire, une volonté, une capacité de vengeance. Il prit des dispositions. Il écrivit des lettres à sa femme et à ses enfants, qu'il plaça dans une enveloppe scellée avec instruction de ne les ouvrir qu'après sa mort. Il mit de l'ordre dans ses affaires. Il libéra ses propres esclaves domestiques, leur donnant des papiers d'affranchissement et de l'argent pour commencer une nouvelle vie. Ce geste, extraordinairement rare pour l'époque, causa un scandale parmi les planteurs restants de Colton County. Puis il attendit. Les jours passèrent. Les semaines. Fairchild dormait peu, sursautant au moindre bruit. Il avait déménagé dans une chambre au rez-de-chaussée de sa maison, avec toutes les fenêtres barrées et la porte verrouillée. Il gardait un pistolet chargé sous son oreiller et une chandelle toujours allumée. Le 12 avril 1839, il écrivit « Elle tarde. Pourquoi? Veut-elle que je souffre dans l'anticipation ? C'est une torture plus raffinée que je ne l'aurais cru possible d'une esclave illettrée. Mais peut-être n'est-elle pas illettrée. Peut-être avons-nous tous sous-estimé ce dont ces gens étaient capables quand on leur donnait une raison suffisante. Une raison comme la nôtre. Le 20 avril, au crépuscule, Fairchild reçut une visite inattendue. Une femme noire se présenta à sa porte, demandant à le voir. Elle prétendait être une herboriste.
apportant des remèdes pour une épidémie de fièvre qui affectait les esclaves dans une plantation voisine. Fairchild, médecin consciencieux malgré tout, accepta de la recevoir dans son cabinet. Ce fut sa dernière erreur. Le lendemain matin, le voisin de Fairchild, inquiet de ne pas l'avoir vu de la journée, força la porte. Il trouva le médecin assis dans son fauteuil de cabinet, mort, les yeux ouverts, fixant quelque chose d'invisible devant lui. Sur sa poitrine, arrachée par une main précise, sa chemise révélait le symbole brûlé profondément dans sa peau. Mais cette fois, il y avait plus. Sur le bureau de Fairchild, soigneusement disposé, se trouvaient 6 objets. 6 morceaux de tissu, chacun portant le même symbole brûlé. Et à côté, une note, écrite dans une calligraphie étonnamment élégante, pour provenir d'une esclave supposée illettrée. 6 maîtres ont marqué ma chair. 6 maîtres portent maintenant ma marque. La dette est payée. Que ceux qui restent se souviennent, nous nous souvenons aussi. Le mot « nous » était souligné 3 fois. Le shérif Hutchins, vieilli de 10 ans en 3 années, examina la scène avec un sentiment de défaite. Il prit la note, la lut et la relut. Puis, dans un geste qui en disait long sur son état d'esprit, il la plia soigneusement et la mit dans sa poche au lieu de la classer comme pièce à conviction. L'enquête officielle conclut que Fairchild, tourmenté par la série de morts mystérieuses de ses amis, avait succombé à une crise cardiaque provoquée par le stress et la peur. Le marquage post-mortem, suggéra diplomatiquement le rapport, avait probablement été effectué par un esclave instable cherchant à imiter les crimes précédents. Aucune arrestation ne fut faite. Aucun suspect ne fut nommé. Betsy, officiellement, restait une fugitive. Mais les rumeurs disaient autre chose. Dans les quartiers des esclaves, de Charleston aux plantations les plus reculées du Low Country, on murmurait une autre histoire. On disait qu'une femme noire avait été vue travaillant ici et là, toujours discrète, toujours efficace, changeant de nom et d'apparence avec une facilité déconcertante. Parfois elle était une blanchisseuse, parfois une herboriste, parfois une simple travailleuse de passage. Elle ne restait jamais longtemps au même endroit. Mais là où elle passait, disait-on, les esclaves maltraités trouvaient soudainement de l'aide. Un remède pour une blessure infectée, un conseil murmuré sur comment éviter une punition, une carte grossièrement dessinée montrant un chemin vers le nord. Était-ce Betsy? Personne ne pouvait le confirmer. Mais le nom circulait avec un mélange de respect et de crainte. Les années qui suivirent la mort du docteur Fairchild furent marquées par un changement subtil mais perceptible dans l'atmosphère de Colton County. Les planteurs, bien que ne l'admettant jamais publiquement, devinrent légèrement moins brutaux dans leurs méthodes disciplinaires. Le fouettage public diminua. L'utilisation du fer à marquer, bien que toujours pratiquée, devint moins fréquente. Ce n'était pas de la compassion, c'était de la peur. Une peur qu'ils ne pouvaient pas nommer, mais qui vivait dans leurs cauchemars. Les 6 familles touchées par les morts mystérieuses ne parlèrent jamais publiquement de ce qui s'était passé. Un pacte tacite de silence s'établit entre elles. Les veuves se remarièrent et quittèrent la région. Les enfants furent envoyés dans des pensionnats du Nord. Les plantations changèrent de main, furent divisées, vendues à des étrangers qui ne connaissaient pas l'histoire sombre qui les hantait. Le shérif William Hutchins prit sa retraite en 1841. Dans ces dernières années, il devint un homme taciturne qui buvait seul dans sa maison et refusait de parler du passé. À sa mort, en 1853, on trouva dans ses affaires personnelles un dossier épais marqué « Affaire Caldwell et associés, non résolus ». À l'intérieur, méticuleusement organisés, se trouvaient tous les rapports d'autopsie, les témoignages, les notes d'investigation. Et tout au fond, glissée dans une enveloppe jaunie, la note trouvée sur le bureau de Fairchild. Hutchins n'avait jamais détruit cette preuve, mais il ne l'avait jamais utilisée non plus. Peut-être parce qu'il savait qu'aucun tribunal blanc de Caroline du Sud ne condamnerait jamais l'assassin. Si l'assassin était qui il pensait qu'elle était. Peut-être parce qu'au fond de lui, dans un endroit qu'il n'osait pas examiner de trop près, il comprenait pourquoi cela avait été fait.
Les journaux intimes du docteur Fairchild, quant à eux, furent scellés par sa famille et oubliés pendant plus d'un siècle. Ce n'est qu'en 1997, lorsqu'un arrière-arrière-petit-fils nommé Daniel Fairchild les découvrit en vidant le grenier de la vieille maison familiale avant sa vente, que leur contenu fut révélé. Daniel, professeur d'histoire à l'Université de Caroline du Sud, reconnut immédiatement l'importance de ce qu'il avait trouvé. Il publia des extraits des journaux dans une revue académique spécialisée en histoire du Sud antebellum. L'article provoqua un débat académique intense. Certains historiens acceptèrent les journaux comme authentiques et virent dans cette histoire une illustration puissante, bien que terrifiante, de la résistance des esclaves. D'autres demeurèrent sceptiques, suggérant que les journaux pouvaient être des faux élaborés ou que Fairchild, dans sa paranoïa, avait peut-être imaginé des connexions qui n'existaient pas. Après tout, soulignaient les sceptiques, il n'existait aucune preuve matérielle directe que Betsy avait commis ces meurtres. Aucun témoin ne l'avait vue sur les lieux des crimes. Les causes de mort étaient variées et auraient pu être naturelles ou accidentelles. Le marquage post-mortem aurait pu être l'œuvre de plusieurs personnes différentes ou même d'un déséquilibré imitant un schéma imaginaire. Mais Daniel Fairchild, en approfondissant ses recherches, découvrit d'autres éléments troublants. Dans les archives de l'État, il trouva les registres de vente et de transfert d'esclaves pour Colton County entre 1830 et 1840. Betsy y apparaissait effectivement, listée comme ayant été prêtée ou louée temporairement à chacune des plantations des 6 victimes au cours des années 1835 et 1836. Plus intrigant encore, il découvrit dans les archives d'une petite église méthodiste noire de Charleston un registre de baptême datant de 1843. Une femme noire libre y était inscrite sous le nom de Elizabeth Freeman. Le pasteur avait noté en marge que cette femme, qu'il ne connaissait pas auparavant, était apparue dans sa congrégation en 1842, prétendant avoir été récemment affranchie. Elle vivait modestement en travaillant comme herboriste et sage-femme et était respectée pour ses connaissances médicales. Elle ne parlait jamais de son passé. Elizabeth Freeman disparut des registres de l'Église en 1854. Aucune trace de sa mort ne fut trouvée. Elle s'était simplement évanouie de l'histoire, comme elle y était entrée. Était-ce Betsy? Le nom Elizabeth pourrait être une version complète de Betsy. Freeman, nom de famille commun choisi par beaucoup d'anciens esclaves, portait une ironie particulière. Une femme qui s'était libérée elle-même de la manière la plus brutale et définitive possible. Daniel Fairchild, dans son article, présenta tous ces faits sans tirer de conclusion définitive. Il laissa ses lecteurs juges, mais il termina son texte par une réflexion qui résonnait avec force. Si cette histoire est vraie, alors nous devons nous demander non pas comment une femme esclave a pu commettre de tels actes, mais comment un système d'oppression pouvait être si brutal qu'il créait inévitablement de tels actes de vengeance désespérés. Et si cette histoire n'est qu'une légende, un mythe né dans les quartiers des esclaves et transmis en chuchotement, alors nous devons nous demander pourquoi ce mythe a pris une telle force. Pourquoi il était nécessaire de croire qu'au moins une fois, quelqu'un avait pu rendre coup pour coup à un système qui ne connaissait que la violence. Les descendants des 6 familles impliquées ne commentèrent jamais publiquement l'article de Daniel Fairchild. Certains refusèrent catégoriquement de parler avec lui. D'autres prétendaient ne rien savoir de cette histoire. Une seule personne, une petite fille du révérend Thomas Sutton, accepta une courte entrevue téléphonique. Elle dit simplement « Ma grand-mère m'a raconté une fois que son père ne dormait jamais dans le noir après 1837. Elle ne savait pas pourquoi. Maintenant je comprends. Il avait peur de ce qu'il pourrait voir dans les ombres. » En 2005, un groupe de chercheurs obtint la permission d'exhumer les restes de 2 des 6 victimes, Josiah Caldwell et Edmund Pritchard, dont les tombes avaient été localisées dans un vieux cimetière abandonné. L'analyse médico-légale moderne confirma la présence de brûlures sur les ossements, correspondant aux descriptions des rapports d'autopsie originaux. Plus fascinant encore, les analyses toxicologiques
détectèrent des traces de composés chimiques compatibles avec plusieurs plantes indigènes du Low Country, connues pour leurs propriétés toxiques. Parmi ces plantes figurait le Cicuta maculata, plus connu sous le nom de cigu d'Amérique, qui pousse abondamment dans les marécages de Caroline du Sud. Ces effets correspondent aux symptômes décrits dans l'autopsie de Caldwell: convulsions, paralysie respiratoire, mort rapide. Une autre substance identifiée provenait probablement du Datura stramonium, appelé localement « trompette du diable », dont les alcaloïdes peuvent causer des hallucinations, la confusion et l'arrêt cardiaque à dose suffisante. La connaissance de ces plantes et de leurs usages était répandue parmi les esclaves, particulièrement ceux qui servaient comme guérisseurs ou qui avaient maintenu des traditions africaines de médecine par les plantes. Les planteurs blancs, dans leur arrogance, sous-estimaient systématiquement les connaissances que possédaient ceux qu'ils opprimaient. Si cette histoire vous glace le sang, dites-nous en commentaire ce que vous pensez vraiment s'est passé. Betsy était-elle réelle? Ces 6 hommes méritaient-ils leur sort? Frappez sur j'aime si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Mais l'élément le plus troublant de toutes les recherches menées sur cette affaire émergea en 2012, quand un historien amateur nommé Robert Chen, travaillant sur un projet de généalogie des familles d'esclaves de Caroline du Sud, découvrit un document extraordinaire dans les archives de la Société historique de Philadelphie. Il s'agissait d'une lettre datée de 1859, écrite par une femme se présentant comme U.F., anciennement de Caroline du Sud. La lettre était adressée à William Steele, le célèbre conducteur de l'Underground Railroad, qui aidait les esclaves fugitifs à atteindre la liberté dans le Nord. Steele conservait méticuleusement les récits des personnes qui l'aidaient, créant ainsi un des plus importants documents historiques sur l'Underground Railroad. La lettre de F était brève mais précise. « Monsieur Steele, je vous écris pour vous remercier de vos efforts continus pour libérer mon peuple. Bien que je n'ai jamais eu le plaisir de travailler directement avec vous, votre réputation m'a inspiré dans mes propres petits efforts pour aider ceux qui cherchent la liberté. Je suis maintenant âgé et mes forces diminuent, mais je voulais que quelqu'un sache que j'ai fait ce que je pouvais, à ma manière. Il y a longtemps, 6 hommes ont décidé que j'étais leur propriété, que ma chair leur appartenait pour être marquée comme ils marquaient leurs mules. Je leur ai montré qu'ils se trompaient. La marque peut brûler la peau, mais elle ne touche pas l'âme. Et l'âme, monsieur Steele, l'âme se souvient, elle attend, et quand le moment vient, elle agit. Je pars bientôt pour le jugement final, et j'irai le cœur en paix, sachant que j'ai vengé non seulement mon propre honneur, mais celui de tous ceux qui ont souffert en silence. Puisse Dieu pardonner mes méthodes, car l'intention était juste. Respectueusement, I.F. Chen publia cette lettre dans un blog d'histoire locale, où elle attira peu d'attention en dehors d'un petit cercle de passionnés. Mais pour ceux qui connaissaient l'histoire de Betsy et des 6 planteurs, la connexion était évidente et glaçante. I.F. Elizabeth Freeman. Betsy. Si cette lettre était authentique, et l'analyse de l'encre et du papier suggérait qu'elle datait bien de la période indiquée, alors c'était la seule preuve directe que Betsy avait survécu, qu'elle avait vécu libre pendant des décennies après avoir commis ses actes de vengeance, et qu'elle n'avait jamais regretté ce qu'elle avait fait. William Steele lui-même n'avait laissé aucune note sur cette correspondance. Peut-être avait-il choisi, comme le shérif Hutchins des décennies plus tôt, de ne pas partager certaines vérités. Peut-être comprenait-il que cette histoire, si elle était révélée à son époque, pourrait être utilisée par les partisans de l'esclavage comme preuve que les Noirs étaient violents et dangereux, justifiant ainsi encore plus d'oppression. Aujourd'hui, les historiens continuent de débattre de l'authenticité de l'affaire Betsy. Les archives officielles sont maigres et contradictoires. Les témoignages directs n'existent pas, à l'exception des journaux du Dr Fairchild et de la lettre douteuse à William Steele. Il n'y a aucune photographie de Betsy, aucun portrait, aucune description physique détaillée. Elle reste une ombre dans l'histoire, définie uniquement par ses actes supposés. Mais dans les communautés afro-américaines de Caroline du Sud et au-delà, l'histoire de Betsy a pris une vie propre.
Elle est devenue une légende, un conte moral, un exemple de résistance ultime. Les grands-mères la racontent à leurs petits-enfants. Les artistes s'en inspirent pour créer des pièces de théâtre, des poèmes, des peintures. Les militants des droits civiques l'ont citée comme symbole de la lutte contre l'oppression. Vraie ou fausse, l'histoire de Betsy pose des questions dérangeantes qui résonnent encore aujourd'hui. Jusqu'où peut aller une personne opprimée avant de briser? Quand la violence devient-elle une réponse légitime à la violence systémique? Comment un système qui déshumanise peut-il être surpris quand ses victimes répondent avec des méthodes tout aussi brutales que celles utilisées contre elles? Il n'y a pas de réponse simple. Il ne peut pas y en avoir. Parce que reconnaître la légitimité de la vengeance de Betsy, c'est admettre l'horreur indicible du système qui l'a créée. Et refuser de reconnaître cette légitimité, c'est nier l'humanité fondamentale de ceux qui ont souffert sous l'esclavage, leur droit à la colère, leur droit à la justice, même une justice aussi sombre et sanglante que celle-ci. Le symbole que Betsy a brûlé sur la chair de ses bourreaux, ce cercle incomplet avec 3 lignes verticales, a lui-même fait l'objet d'analyses. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait représenter un motif africain traditionnel, peut-être transmis secrètement parmi les esclaves comme symbole de résistance. D'autres suggèrent qu'il pourrait avoir une signification plus personnelle, un message codé que seule Betsy comprenait pleinement. Une interprétation particulièrement poignante a été proposée par une anthropologue spécialisée dans la culture africaine-américaine. Selon elle, le cercle incomplet pourrait représenter une vie brisée, un cycle interrompu. Les 3 lignes verticales pourraient symboliser 3 générations, passé, présent et futur, toutes marquées par la violence de l'esclavage. En marquant ses oppresseurs avec ce symbole, Betsy aurait transformé un instrument de déshumanisation en déclaration de son humanité indestructible. Mais peut-être que la vérité est plus simple et plus terrible. Peut-être que le symbole ne signifiait rien d'autre que ceci. Vous m'avez marqué. Maintenant je vous marque. Nous sommes égaux dans la douleur. En 2018, un monument fut érigé dans un petit parc de Charleston, en Caroline du Sud. Il ne mentionnait pas Betsy par son nom, car son existence même restait contestée. Mais il portait cette inscription, à la mémoire de tous ceux qui ont résisté à l'esclavage par tous les moyens nécessaires. Leur courage, même dans ses formes les plus sombres, nous rappelle le coût humain de l'oppression et l'impératif moral de la liberté. Lors de la cérémonie d'inauguration, une vieille femme s'avança pour déposer une fleur au pied du monument. Personne ne savait qui elle était. Quand on lui demanda son nom, elle sourit légèrement et dit « Je suis juste quelqu'un qui se souvient ». Puis, elle disparut dans la foule avant qu'on puisse lui poser d'autres questions. L'histoire de Betsy, vraie ou mythique, nous hante parce qu'elle expose une vérité inconfortable. L'esclavage n'était pas seulement un système économique ou une institution sociale. C'était une violence quotidienne, intime, qui brûlait aussi sûrement que le fer rouge sur la chair. Et cette violence engendrait inévitablement sa propre violence en retour. Les 6 hommes qui moururent entre 1837 et 1839 n'étaient pas des monstres exceptionnels. Ils étaient des hommes ordinaires de leur temps et de leur classe, suivant les pratiques acceptées de leur société. C'est peut-être ce qui rend leur sort encore plus dérangeant. Parce que si des hommes ordinaires pouvaient commettre de telles cruautés dans le cadre de la normalité sociale, et si ces cruautés pouvaient engendrer une vengeance aussi méthodique et implacable, alors qu'est-ce que cela dit sur la nature humaine, sur notre capacité collective à normaliser l'horreur, sur les conséquences à long terme de cette normalisation? Les historiens qui étudient cette affaire notent souvent un détail troublant. Après 1842, le taux de morts mystérieuses parmi les planteurs de Colton County diminua significativement. Ce n'était pas parce que l'esclavage était devenu moins brutal. L'histoire nous montre clairement que ce n'était pas le cas. Mais peut-être que la légende de Betsy, vraie ou fausse, circulant en murmure dans les grandes maisons et les quartiers des esclaves, avait introduit un élément de peur qui n'existait pas auparavant. Les maîtres d'esclaves avaient toujours craint les révoltes ouvertes, les incendies, les empoisonnements massifs.
Mais l'idée qu'un esclave individuel pourrait méthodiquement traquer et éliminer ses oppresseurs un par un, sur une période de plusieurs années, avec une patience et une intelligence qui défiaient tous les stéréotypes racistes sur lesquels reposait le système, c'était un type de peur nouveau et plus profond. C'était la peur de reconnaître l'humanité complète de ceux qu'on opprimait. Leur capacité à se souvenir, à planifier, à attendre le moment propice, à agir avec la même froideur calculée que celle utilisée contre eux. Dans les dernières années, plusieurs romanciers et scénaristes ont tenté d'adapter l'histoire de Betsy pour le cinéma ou la télévision. Tous ont abandonné le projet. L'un d'eux expliqua dans une interview comment raconter cette histoire de manière responsable. Si vous faites de Betsy une héroïne sans nuance, vous glorifiez le meurtre. Si vous la faites paraître monstrueuse, vous trahissez la réalité de ce qu'elle a enduré. Si vous essayez de rester ambigu, vous risquez de paraître complice du système qui l'a créé. C'est une histoire impossible à raconter et pourtant elle doit être racontée. C'est cette impossibilité même qui donne à l'histoire sa puissance persistante. Elle refuse la catégorisation facile. Elle refuse le jugement moral simple. Elle nous force à nous asseoir dans l'inconfort de questions sans réponse. Les tombes des 6 hommes existent toujours, dispersées dans différents cimetières de Caroline du Sud. Certaines sont bien entretenues, visitées régulièrement par des descendants qui ne connaissent peut-être pas tous les détails de comment leurs ancêtres sont morts. D'autres sont abandonnées, envahies par les mauvaises herbes, les noms sur les pierres tombales à peine lisibles après presque 2 siècles d'exposition aux éléments. Il n'y a pas de tombe pour Betsy. Si elle a existé, si elle a vécu jusqu'en 1859 ou au-delà, personne ne sait où elle est enterrée. Peut-être dans un cimetière noir anonyme quelque part dans le nord. Peut-être même retournée en Caroline du Sud après la guerre civile, vivant ses dernières années sous un nom que personne ne reconnaîtrait. Ou peut-être, comme certains le croient dans les communautés locales, elle n'est jamais morte du tout. Peut-être que son esprit, ou du moins l'idée de son esprit, continue de hanter les vieilles plantations du Low Country, rappelant que chaque acte de cruauté laisse une marque qui ne s'efface jamais vraiment. Les guides touristiques qui organisent des visites de ces plantations historiques, maintenant transformées en musées ou en lieux de mariage luxueux, mentionnent rarement l'histoire de Betsy. Certains ne la connaissent même pas. D'autres choisissent délibérément de ne pas la raconter, préférant maintenir une version édulcorée du passé qui ne dérange pas les visiteurs. Mais parfois, un guide plus audacieux la mentionnera, généralement en fin de visite, comme une légende locale. Et invariablement, certains visiteurs deviennent silencieux, troublés par ce qu'ils viennent d'entendre. Ils regardent autour d'eux avec des yeux différents, voyant soudain les belles colonnes blanches et les jardins soignés pour ce qu'ils sont vraiment. Des monuments construits sur une souffrance incalculable. Un phénomène curieux a été rapporté par plusieurs de ces guides sur une période de plusieurs décennies. Certains visiteurs, particulièrement ceux d'origine africaine-américaine, affirment ressentir une présence étrange dans certaines parties des anciennes plantations, particulièrement dans les dépendances où vivaient autrefois les esclaves. Ils décrivent une sensation de chagrin écrasant mêlée à quelque chose de plus dur, quelque chose qui ressemble à une détermination inflexible. Un visiteur, un professeur d'histoire de l'université Howard, visitant Riverside en 2003, décrivit son expérience dans un essai publié plus tard. Je me tenais dans ce qui avait été les quartiers des esclaves, essayant d'imaginer comment c'était de vivre là, enchaîné non par des fers, mais par un système entier qui déclarait que vous n'étiez pas pleinement humain. Et soudain, j'ai eu la sensation la plus étrange. Pas de peur, pas exactement. C'était plus comme une reconnaissance, comme si quelqu'un me disait « Tu vois maintenant, tu comprends. Je ne crois pas aux fantômes, mais je crois aux échos. » Et cet endroit résonne d'échos si puissants qu'il semble presque vivant. Les psychologues qui étudient le trauma intergénérationnel ont commencé à s'intéresser à l'histoire de Betsy comme illustration d'un phénomène qu'ils appellent la vengeance déléguée. Dans les communautés qui ont subi une oppression systématique sur plusieurs générations, il émerge parfois des récits, réels ou mythiques, de représailles spectaculaires contre les oppresseurs.
Ces récits servent de catharsis collective, permettant aux survivants et à leurs descendants de traiter psychologiquement la rage et l'impuissance qu'ils ressentent face à l'injustice historique. Que Betsy ait réellement existé et commis ces meurtres importe moins, de ce point de vue, que la fonction que son histoire remplit. Elle dit « Nous n'étions pas seulement des victimes passives. Nous avons résisté. Nous avons riposté. Et parfois, nous avons gagné. » C'est un récit de pouvoir, dans un contexte d'impuissance, de justice, dans un système d'injustice totale. Mais cette interprétation psychologique, aussi valide soit-elle, risque de réduire Betsy à un simple symbole, une fonction thérapeutique. Si elle était réelle, si elle a vraiment traqué et tué 6 hommes sur une période de 5 ans, alors elle était une personne avec sa propre intériorité complexe, ses propres pensées, ses propres peurs, ses propres justifications. Que pensait-elle pendant ces longues nuits où elle planifiait ses actions? Éprouvait-elle des remords, des doutes? Ou était-elle animée par une certitude morale absolue que ce qu'elle faisait était juste? Dormait-elle bien après avoir tué? Ou était-elle hantée par les visages de ses victimes, même si ces victimes avaient été ses tortionnaires? Nous ne le saurons jamais. L'histoire nous a laissé les contours de son histoire, mais pas son cœur. Nous savons ce qu'elle a peut-être fait, mais pas pourquoi, pas vraiment, pas de sa propre voix. Nous avons le journal d'un de ses bourreaux, rempli de sa culpabilité tardive et de sa peur. Nous avons des rapports officiels rédigés par des hommes qui voulaient enterrer la vérité. Nous avons une lettre douteuse qui pourrait être d'elle ou pourrait être un faux élaboré. Mais nous n'avons pas Betsy elle-même. Nous n'avons que son ombre, projetée longuement à travers l'histoire, encore visible presque 2 siècles plus tard. En 2020, pendant les manifestations qui ont suivi le meurtre de George Floyd, quelqu'un a peint un graffiti sur le mur d'un bâtiment abandonné à Charleston. C'était le symbole, ce cercle incomplet avec 3 lignes verticales, reproduit en grand format avec de la peinture noire. En dessous, en lettres rouges, Betsy se souvient. Nous nous souvenons. La police a effacé le graffiti en quelques jours, mais des photos circulaient déjà sur les réseaux sociaux, partagées des milliers de fois. Une nouvelle génération découvrait l'histoire, se l'appropriait, la transformait en quelque chose de pertinent pour leur propre lutte. Les conservateurs furent scandalisés, dénonçant ce qu'ils voyaient comme la glorification d'une meurtrière. Les progressistes défendirent le graffiti comme une affirmation légitime de résistance historique. Les débats firent rage en ligne pendant des semaines. Ce qui était perdu dans tout ce bruit, c'était la question plus profonde que l'histoire de Betsy nous force à confronter. Comment vivons-nous avec un passé dont les blessures ne guérissent jamais? Comment honorons-nous la mémoire de ceux qui ont souffert sans minimiser cette souffrance, mais aussi sans rester éternellement prisonniers de la rage qu'elle engendre? L'histoire de Betsy n'offre pas de rédemption. Ce n'est pas une histoire où le bien triomphe du mal de manière édifiante. C'est une histoire où la violence engendre la violence, où la cruauté crée sa propre cruauté en miroir, où personne n'émerge vraiment victorieux, seulement différemment brisé. Les 6 hommes sont morts. Betsy, si elle a survécu, a dû vivre avec le poids de ce qu'elle avait fait, quel que soit son sentiment de justification. Les familles des 2 côtés ont porté le fardeau de secret et de silence. Et la société qui avait créé les conditions pour que tout cela se produise a continué, essentiellement inchangé, jusqu'à ce que la guerre civile la détruise violemment 2 décennies plus tard. Il y a une dernière pièce de l'histoire qui mérite d'être racontée. En 2015, des archéologues travaillant sur le site de l'ancienne plantation Riverside ont fait une découverte inattendue. En excavant ce qui avait été les quartiers des esclaves, ils ont trouvé sous une ancienne cabane une petite boîte en métal enterrée environ 1 mètre sous terre. À l'intérieur de la boîte, étonnamment bien préservée, se trouvait une série d'objets personnels. Un petit peigne en os, quelques perles de verre, un morceau de tissu soigneusement plié et un livre. Le livre,
Un manuel de lecture de base datant du début du XIXe siècle contenait dans ses marges des annotations manuscrites en anglais. L'écriture était celle d'une personne qui avait appris à écrire secrètement, formant les lettres avec une précision studieuse mais légèrement maladroite. Les notes étaient principalement des réflexions personnelles, des prières, des observations sur la vie quotidienne. Mais sur la dernière page, il y avait une entrée plus longue, non datée, qui glaça le sang des archéologues qui la lurent pour la première fois. Ils pensent que je ne suis rien, que je ne vaux rien, que je ne ressens rien. Ils se trompent. Je ressens tout. Je me souviens de tout. Chaque coup, chaque humiliation, chaque nuit où j'ai prié pour que la mort vienne me prendre. Mais la mort ne vient pas pour moi. Pas encore. Parce que j'ai un travail à faire. 6 hommes ont regardé pendant qu'on me marquait comme un animal. 6 pères Dieu m'ont vu pleurer sans verser une larme, hurler sans faire un son. Ils ont cru me briser. Ils m'ont rendu plus forte. Je sais maintenant ce que je dois faire. Je sais ce que je suis capable de faire. Ils m'ont appris la cruauté. Je serai leur meilleur élève. Que Dieu me pardonne pour ce que je vais devenir. Mais si Dieu existe, il comprendra. Il doit comprendre. Parce que si la justice n'existe pas dans ce monde, alors je la créerai moi-même. Une marque pour une marque. Une vie pour une vie. 6 pour une. C'est le seul langage qu'ils comprennent, le langage de la douleur. Je vais le parler couramment. L'inscription n'était pas signée. Aucun nom n'apparaissait dans le livre. Mais l'analyse de l'âge du papier, de l'encre et du style d'écriture datait le document des années 1830. L'excavation révéla que la boîte avait été enterrée approximativement en 1837, juste avant ou juste après la mort de Josiah Caldwell. Les archéologues débattirent pendant des mois sur ce qu'ils devaient faire de cette découverte. Certains voulaient la rendre publique immédiatement, la voyant comme une preuve tangible de l'histoire de Betsy. D'autres craignaient les implications, l'utilisation politique qui pourrait en être faite, la douleur que cela pourrait rouvrir. Finalement, ils décidèrent de la placer dans les archives de la Société historique de Caroline du Sud, avec une note expliquant le contexte de sa découverte, mais sans faire de déclaration définitive sur son auteur. Le livre peut être consulté sur rendez-vous par les chercheurs sérieux. Très peu l'ont fait. Ceux qui l'ont lu rapportent une expérience profondément troublante. Ce n'est pas l'écriture d'un monstre ou d'une folle. C'est l'écriture d'une personne intelligente, réfléchie, poussée au-delà de toute limite humaine raisonnable. On peut presque voir, dans la progression des entrées tout au long du livre, la transformation d'une jeune femme qui notait des prières et des espoirs simples en quelqu'un qui planifiait froidement des meurtres multiples. Un psychologue criminologue qui examina le livre nota dans son rapport: si cette personne, appelons-la Betsy pour la commodité, a réellement écrit ceci et a réellement commis les actes décrits dans les archives historiques, alors nous sommes face à un cas extraordinairement rare. Ce n'est pas une tueuse en série au sens moderne du terme, motivée par des pulsions sadiques ou psychopathiques. C'est quelqu'un qui a méthodiquement planifié et exécuté une série de vengeances avec une logique morale interne cohérente. Le fait qu'elle ait pu maintenir cette cohérence sur une période de plusieurs années, continuant à fonctionner normalement dans la société tout en poursuivant son plan, suggère un niveau de contrôle de soi et de dissociation vraiment remarquable. Il ajoutait, dans une note personnelle en bas du rapport, « Je ne peux pas, en tant que professionnel, condamner le meurtre. Mais je ne peux pas non plus, en tant qu'être humain, condamner quelqu'un qui a répondu à une torture systématique de la seule manière qu'elle pensait pouvoir le faire. C'est une position éthiquement inconfortable, mais l'honnêteté m'oblige à l'admettre. Cette position inconfortable est peut-être la seule réponse honnête que nous pouvons avoir face à l'histoire de Betsy. Toute tentative de la réduire à une simple leçon morale, dans un sens ou dans l'autre, trahit la complexité terrible de ce qui s'est réellement passé. Dans les communautés descendantes d'esclaves de Caroline du Sud, l'histoire continue d'être transmise, mais de manière plus nuancée que dans les versions populaires. Les grands-mères qui racontent l'histoire à leurs petits-enfants incluent généralement un avertissement. Betsy a fait ce qu'elle pensait devoir faire,
Mais la vengeance ne guérit jamais vraiment les blessures. Elle crée seulement de nouvelles cicatrices. Nous devons nous souvenir de son histoire, honorer son courage, mais pas glorifier sa violence. Ce que nous devons glorifier, c'est sa survie, sa force, sa refus d'être brisé. La vengeance était juste une partie de son histoire. Le reste était de continuer à vivre, à exister, à être humaine malgré tout ce qu'on avait fait pour nier son humanité. Cette sagesse populaire peut être plus profonde que toute analyse académique. Elle reconnaît Betsy comme une personne complète, pas seulement comme une vengeresse ou une victime, mais comme quelqu'un qui contenait des multitudes, comme nous tous. Il y a une tradition dans certaines églises noires de Caroline du Sud, particulièrement celles qui remontent à la période de l'esclavage. Une fois par an, lors d'un service spécial appelé « Le Souvenir », la congrégation liste les noms de ceux qui sont morts dans l'esclavage, autant que l'on peut les retrouver dans les registres fragmentaires qui ont survécu. Après chaque nom, la congrégation répond « Nous nous souvenons ». À la fin de la liste, le pasteur dit toujours « Et pour ceux dont les noms ont été perdus, dont les histoires ont été effacées, dont les vies ont été niées, mais qui ont néanmoins résisté, de toutes les manières dont ils pouvaient. » Et la congrégation répond « Nous nous souvenons ». Personne ne prononce le nom de Betsy, mais tout le monde sait qu'elle est incluse dans cette dernière invocation, celle dont le nom a presque été perdu, dont l'histoire a presque été effacée, dont la vie a été niée, mais qui a résisté, de la manière la plus sombre et la plus définitive possible. Les derniers témoins vivants qui auraient pu avoir entendu des récits de première main sur cette affaire sont morts au début du XXe siècle. Ce que nous avons maintenant, ce sont des échos d'échos, des histoires de gens qui ont entendu des histoires de gens qui se souvenaient. À chaque transmission, des détails changent, sont ajoutés, sont perdus. L'histoire devient plus mythique, moins ancrée dans les faits vérifiables. Mais peut-être que c'est approprié. Peut-être que l'histoire de Betsy n'a jamais été destinée à être un document historique précis. Peut-être qu'elle était toujours destinée à être quelque chose de plus grand et plus ambigu. Une parabole sur le pouvoir, la résistance, la justice et la vengeance qui transcendent les détails spécifiques pour toucher quelque chose d'universel sur la condition humaine. Qu'est-ce qui se passe quand une personne est poussée au-delà de toute limite? Qu'est-ce qui se passe quand un système construit sur la cruauté rencontre une volonté individuelle qui refuse d'être brisée? Qu'est-ce qui se passe quand la justice officielle échoue si complètement que les gens doivent créer leur propre justice, aussi imparfaite et terrible soit-elle? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Elles ne peuvent pas en avoir, mais elles doivent être posées encore et encore à chaque génération. Parce que les conditions qui ont créé Betsy, bien qu'elles aient pris des formes différentes, n'ont jamais complètement disparu. L'oppression systématique existe toujours. La déshumanisation existe toujours. Et là où elles existent, la résistance existera aussi, sous des formes que nous pouvons comprendre et sous des formes qui nous terrifient. En 2023, un dramaturge afro-américain nommé Tamara Johnson a écrit une pièce intitulée simplement « Betsy ». Contrairement à d'autres adaptations, elle a choisi de ne pas montrer les meurtres du tout. Au lieu de cela, la pièce se concentrait sur 6 scènes, chacune montrant Betsy travaillant dans la maison d'un de ses futurs bourreaux, observant, écoutant, apprenant. Les meurtres eux-mêmes se produisaient entre les scènes, jamais montrées, seulement rapportées. La pièce se terminait avec une scène finale où une Betsy âgée, vivant libre dans le Nord des décennies plus tard, était visitée par une jeune femme qui avait entendu des rumeurs sur son passé et voulait savoir la vérité. La dernière réplique de la pièce, prononcée par Betsy, était « La vérité ? La vérité est que je ne sais plus qui j'étais avant qu'il ne me marque. Je ne sais plus qui je serais devenu si cela ne s'était jamais produit. Je sais seulement qui je suis devenu. Et je dois vivre avec cela jusqu'à ce que Dieu décide de mon sort. C'est la seule vérité que j'ai. » La pièce fut jouée dans plusieurs théâtres à travers le pays, recevant des critiques mitigées, mais provoquant invariablement des discussions intenses parmi le public.
Lors d'une représentation à Atlanta, une femme dans le public se leva pendant la séance de questions-réponses après le spectacle et dit, les larmes coulant sur ses joues, « Mon arrière-arrière-arrière-grand-mère était une esclave en Caroline du Sud. » Je ne connais pas son nom, je ne connais rien de son histoire, mais en regardant cette pièce, j'ai pensé à elle, à ce qu'elle a peut-être enduré, à comment elle a survécu. Et je me suis senti fier d'être sa descendante, même si son histoire est perdue. Merci de nous donner une histoire à laquelle nous accrocher, même si nous ne pouvons pas savoir si elle est vraie. C'est peut-être le dernier mot sur l'histoire de Betsy. Vraie ou fausse, documentée ou mythique, elle donne aux descendants de personnes asservies une histoire de résistance, de pouvoir, de refus d'être brisée. Elle dit que même dans les circonstances les plus désespérées, l'agence humaine persiste. Que même quand tout est perdu, la capacité de choisir, d'agir, de résister, reste. Les 6 hommes qui moururent mystérieusement en Caroline du Sud entre 1837 et 1839 sont maintenant des notes de bas de page dans l'histoire, connues seulement par les spécialistes de l'ère de l'esclavage et par ceux qui s'intéressent spécifiquement à cette affaire étrange. Leurs noms ne figurent dans aucun manuel d'histoire. Leurs réalisations, si elles existaient, ont été oubliées. Ils sont définis entièrement par leur mort et par la marque qui fut brûlée sur leur chair. Betsy, si elle a existé, n'a laissé presque aucune trace officielle, quelques lignes dans des registres de plantation. Peut-être une lettre, peut-être un livre enterré, mais elle a laissé quelque chose de plus durable. Une histoire qui refuse de mourir, une légende qui continue d'être racontée, transformée, réinventée par chaque génération qui en a besoin. Dans ce sens, elle a gagné. Pas dans le sens où la justice a été rendue, car la justice véritable aurait signifié qu'elle n'aurait jamais été réduite en esclavage en premier lieu. Mais dans le sens où elle a refusé d'être effacée. Elle a refusé d'être juste une statistique, juste un numéro dans un registre de propriété. Elle est devenue, volontairement ou non, un symbole de la résistance la plus totale et la plus effrayante possible. Les historiens continuent de débattre. Les archéologues continuent de fouiller. Les descendants continuent de se souvenir. Et quelque part, dans les vieux marécages du Low Country de Caroline du Sud, le vent souffle à travers les cyprès drapés de mousse espagnole, portant peut-être l'écho d'un chant ancien, une voix de femme basse et mélodieuse, chantant une berceuse qui est aussi un avertissement. Le système qui a créé Betsy a finalement été détruit, mais au prix d'une guerre civile qui a coûté plus de 600 000 vies. L'esclavage a pris fin, mais ses conséquences continuent de résonner dans la société américaine jusqu'à aujourd'hui. Et dans ces résonances, dans ces blessures qui ne guérissent jamais complètement, l'histoire de Betsy trouve encore un écho. Parce qu'au fond, ce n'est pas vraiment une histoire sur la vengeance. C'est une histoire sur ce qui se passe quand on nie systématiquement l'humanité des gens. C'est une histoire sur les conséquences inévitables de la cruauté institutionnalisée. C'est une histoire qui nous met en garde. Ce que vous faites aux autres, d'une manière ou d'une autre, vous revient. Les 6 hommes l'ont appris. Le shérif Hutchins, qui a refusé de vraiment enquêter, l'a peut-être compris aussi, dans ces dernières années. La société de Caroline du Sud l'a appris quand la guerre est venue et a tout détruit. Nous, regardant en arrière à travers les siècles, devons l'apprendre encore et encore. Betsy n'était peut-être pas une héroïne au sens traditionnel. Elle était peut-être une meurtrière, froide et calculatrice. Mais elle était aussi, incontestablement, une personne qui a refusé d'accepter le rôle que son époque et sa société avaient assigné pour elle. Elle a dit non de la manière la plus absolue possible. Et ce non résonne encore. Dans le silence qui suit chaque récit de son histoire, dans la pause inconfortable, quand quelqu'un demande « Est-ce que c'est vraiment arrivé ?» Dans l'hésitation, avant de répondre « Nous ne savons pas, mais peut-être » réside quelque chose d'important. C'est la reconnaissance que l'histoire officielle, celle écrite par les vainqueurs et les puissants, n'est jamais l'histoire complète. Qu'il y a d'autres histoires, racontées en chuchotement,
transmises de génération en génération, que nous devons écouter, même si, surtout si, elles nous mettent mal à l'aise. L'histoire de Betsy nous met mal à l'aise parce qu'elle devrait le faire. Une histoire confortable sur l'esclavage serait un mensonge. L'esclavage n'était pas confortable, c'était brutal, sanglant, inhumain. Et les réponses à cette brutalité, même quand elles prenaient des formes que nous préférerions ne pas contempler, faisaient partie de cette même réalité terrible. Nous ne pouvons pas choisir de nous souvenir seulement des parties de l'histoire qui nous font nous sentir bien. Nous devons nous souvenir aussi des parties sombres, des parties qui nous montrent ce dont les humains sont capables dans les deux sens, la capacité d'infliger la cruauté et la capacité de répondre à cette cruauté avec une cruauté équivalente. Ce n'est qu'en nous souvenant de tout, en acceptant toute l'horrible complexité de notre passé, que nous pouvons espérer créer un futur différent. Vous venez d'entendre une des histoires les plus troublantes et les plus controversées de l'histoire américaine. Une histoire qui divise encore les historiens aujourd'hui. Betsy était-elle réelle? Ces 6 hommes sont-ils vraiment morts de la manière décrite? Ou est-ce une légende née de la douleur collective de ceux qui ont souffert sous l'esclavage? Nous ne pouvons pas savoir avec certitude. Mais nous pouvons nous souvenir. Nous pouvons réfléchir. Nous pouvons apprendre. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que tout cela s'est vraiment passé? Si oui, comment jugez-vous les actions de Betsy? Était-ce de la justice ou de la vengeance? Existe-t-il même une différence entre les deux dans un système aussi profondément injuste que l'esclavage? Si cette histoire vous a touché, ému, troublé ou fait réfléchir, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Des histoires qui explorent les recoins sombres de l'histoire, les événements qui nous mettent mal à l'aise, mais que nous devons connaître. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie l'histoire complexe et non édulcorée. Parce que des histoires comme celle de Betsy méritent d'être racontées, même si, surtout si, elles nous forcent à confronter des vérités inconfortables sur notre passé et sur nous-mêmes. Les 6 hommes sont morts il y a presque 200 ans. Betsy, si elle a existé, est morte depuis longtemps aussi. Mais leur histoire vit encore. Et tant qu'elle vivra, tant qu'elle nous dérangera et nous fera réfléchir, elle servira son but. Nous rappeler que l'histoire humaine n'est pas une collection de faits neutres, mais un récit continu de choix, de conséquences, de justice et d'injustice, de cruauté et de résistance. N'oubliez jamais, ne cessez jamais de questionner, et ne détournez jamais les yeux des parties sombres de notre histoire commune. Parce que c'est seulement en les regardant directement que nous pouvons espérer ne pas les répéter. Jusqu'à la prochaine histoire, prenez soin de vous. Et souvenez-vous toujours, l'histoire n'est jamais aussi simple qu'elle paraît.